Bonjour tout le monde, nous sommes l'équipe 6. Moi c'est Geneviève, Erika, Camille, Catherine, Caroline, Marie-Soleil, Edith, Julie, Anne-Marie. Comme vous pouvez voir le plan de l'exposé, nous allons d'abord parler des droits et libertés, des rapports de genre, rapports dans la famille, l'homosexualité, le corps et finalement la mode. Notre question de recherche était comment la culture, incluant la communication publique, peut-elle revitaliser le désir du vivre ensemble et de la concitoyenneté dans le but de réparer les conflits qui déchirent notre humanité commune. Donc, à travers notre exposé, on va essayer de répondre à la question. Et si vous avez des interventions, commentaires, questions, ne gênez-vous pas. Donc, tout d'abord, je vais commencer par vous parler des droits et libertés de la personne dans les rapports de genre. Comme vous pouvez voir ici, je vais parler du racisme et abus de pouvoir. Je pense que tout le monde ici est à l'aise avec ces termes, mais je vais quand même vous dire, vous citer les définitions. Donc, le racisme est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence de races humaines, considère que certaines races sont intrinsèquement supérieures à d'autres. Cette idéologie peut entraîner une attitude d'hostilité ou de sympathie systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Et un abus de pouvoir est quant à lui le dépassement des limites légales d'une fonction. Donc, au Québec, un des meilleurs exemples que je peux vous donner en matière de racisme et d'abus de pouvoir est la violence faite aux femmes autochtones. Peut-être certaines personnes en ont entendu parler, surtout ces derniers temps, puisqu'on en parle beaucoup dans l'actualité. C'est un sujet qui a été remis dans les médias et qui a des rapports historiques, ça fait assez longtemps. Mais il suffit d'un événement pour déclencher, reformuler un peu la question, justement. Donc, comme exemple, je vais vous donner le cas des femmes autochtones abusées par des policiers à Val-d'Or. Je ne sais pas si certaines personnes en ont entendu parler. Oui. OK. Donc, pour vous replacer dans les faits, il s'agit de 9 patrouilleurs de la MRC de Val-d'Or, donc des gens qui étaient en autorité, qui ont abusé et agressé sexuellement des femmes autochtones au cours des dernières décennies. Et donc, on parle ici d'abus de pouvoir. Et comme il s'agit de femmes autochtones, on peut aussi parler de racisme. Donc, il y a aussi une petite statistique. Les femmes autochtones sont près de 3 fois plus victimisées que les femmes non autochtones. Donc, les événements qui se sont déroulés à Val-d'Or, qui ont été révélés par l'émission Enquête, ont quand même un dénouement positif. Comme je vous ai dit, lorsqu'un événement qui choque les gens refait sur... on en parle dans les médias, les gens sont plus portés à en parler. Et comme exemple, je peux vous donner les 2 activistes autochtones. Donc, leur nom, c'est Mélissa Mollet et Michel Audette, qui sont passés à l'émission Tout le monde en parle, qui est une émission qui est assez regardée par les gens. Et justement, ils sont allés parler de la condition des femmes autochtones. Donc, le fait que Enquête a sorti les événements qui se sont passés à Val-d'Or, ça fait qu'on a reparlé de ce sujet-là et en société, on essaie de régler ce sujet. Donc, j'ai d'ailleurs une vidéo qui montre leur passage à l'émission Tout le monde en parle. Et aussi, elles ont d'ailleurs souligné à l'émission qu'il y a au-dessus de 3000 femmes autochtones qui ont été tuées ou qui sont disparues tout simplement. Et il n'y a pas d'enquête à ça. Certaines ont eu des enquêtes, d'autres non. Et dans le fond, ces 2 militantes-là sont allées à l'émission Tout le monde en parle et ont pu se servir de la vitrine culturelle, de la communication publique pour parler justement de la condition des femmes autochtones et justement essayer de trouver des solutions. D'ailleurs, dans la vidéo, vous allez voir, ils vont parler que dans le nord de la Colombie-Britannique, une affaire semblable à Val-d'Or s'est déroulée entre les femmes autochtones et la GRC. Donc, c'est pour montrer les rapports qu'il y a et les abus de pouvoir et racisme qui se passent ici au Québec et au Canada. C'est ton ordinateur qui est gelé? Ben, à chaque fois que je bouge le fil, l'ordinateur gèle. Bon. Peut-être qu'on peut essayer peut-être avec mon ordi ou... On va faire une petite pause technique.
Oui, bon. Est-ce que certains d'entre vous, avant que justement la violence faite aux femmes autochtones soit revenue sur le sujet, donc dans les médias, est-ce que certaines personnes étaient au courant de la gravité du problème de la société ou c'est vraiment en voyant au cours des derniers mois? C'était pas clair. Oui? Ben, moi, dans ma région, il y a beaucoup d'Autochtones, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis je sais que des fois, avec la police, ils circulent beaucoup dans le coin des réserves et tout ça, à cause des affaires d'alcool, de drogue. Donc, je sais que c'est une forme de profilage racial dans ce coin-là pour les surveiller davantage, mais pas comme je m'attendais pas à ce que les policiers fassent ça. Ça m'a il y en a plusieurs partout au Canada. Sauf que s'il y a nécessité d'une commission d'enquête, c'est qu'on sait. On ne peut pas dire que c'est que les policiers qui sont à l'origine. Il y a de la violence conjugale, il y a toutes sortes de choses. Il y a toutes ces choses-là, mais c'est ça qui a été le plus flagrant, que ce soit justement ceux qui étaient en autorité. J'étais capable de les ouvrir à partir de mon enfant. En fait, le passage à cette émission-là aussi a montré que le gouvernement a vu ces événements, il essaie de faire de quoi, essaie de faire une commission d'enquête. Et justement, c'est... bon, on va regarder ça. Pour nous parler de l'enfer vécu par les femmes autochtones, voici Mélissa Mollen-Dupuis et Michel Audette. Mesdames, bienvenue à Tout le monde en parle. Mélissa Mollen-Dupuis, vous êtes une militante Innu de Mingan, cofondatrice de la branche québécoise d'Idle No More. Michel Audette, vous avez été présidente de Femmes autochtones du Québec et de l'Association des femmes autochtones du Canada et vous étiez la candidate libérale dans la circonscription de Terrebonne. Jeudi dernier, à l'émission Enquête, on a vu plusieurs femmes rapporter des cas allégués d'abus de pouvoir, de voies de fait, d'agressions sexuelles qu'auraient commis des policiers à Val-d'Or, Manon. Arrivé au poste de police, le premier patrouilleur il a dit ben là, je vais l'interroger en dedans du poste de police. T'es monté en haut avec lui? Oui. Il m'a montré une salle d'intégration. Il m'a dit de m'asseoir. Après ça, il m'a dit de m'asseoir sur la table. Puis il a descendu ses pantalons. Puis c'est ça. Puis après ça. Après ça, on est redescendu en bas, puis c'est comme si rien n'était. Est-ce que vous en avez entendu plusieurs des témoignages comme celui-là? Malheureusement, ça fait quand même quelques années qu'on en entend parler. Je veux dire, on est en 2016 et je me rappelle qu'à Montréal, on a commencé en 2006 les marches et les vigiles pour les femmes assassinées et disparues. Ça fait quand même 10 ans. Et on en parle, on a essayé d'avoir l'attention de M. Harper. Fait que, je pense que maintenant qu'il est parti, on peut commencer à faire du vrai travail. Là. Ce serait le temps. Beaucoup de femmes autochtones ont peur de témoigner des abus dont elles se disent victimes. Croyez-vous qu'elles ont raison d'avoir peur? Très raison. Si on se souvient du rapport à Cap-Blanc qu'il y a eu dans le nord de la Colombie-Britannique il y a 2 ans, où justement on parlait de la GRC et sa relation avec les femmes autochtones, c'était le même film d'horreur, avec des images, des photos, des témoignages. Et là maintenant, on est des images télévision où c'est des femmes pour la première fois à visage dévoilé vont raconter leur récit,
20 ans plus tard, 10 ans plus tard, et des choses qui arrivent encore cette semaine. Donc, c'est ça pour la violence faite aux femmes autochtones. Je parle beaucoup de la condition de la femme, mais il y a aussi les hommes qui sont victimes, et là, c'était les femmes autochtones. J'ai un exemple aux États-Unis en 2014. Il y a un jeune Afro-Américain qui a été tué par un policier blanc et il n'y a pas eu d'enquête suite à ça. Et ça, on en a parlé jusqu'ici au Québec parce que dans le fond, ça choquait les gens. C'était clairement un acte d'abus de pouvoir et de racisme. Par la suite, je vais vous parler de l'équité salariale. Tout d'abord, faire l'équité salariale, qu'est-ce que c'est? C'est attribué à des emplois traditionnellement occupés par des femmes un salaire égal à celui d'emplois traditionnellement occupés par des hommes, même si ces emplois sont différents, pourvu qu'ils soient de même valeur ou de valeur comparable dans l'entreprise. Donc, le problème avec l'équité salariale, c'est qu'elle n'est pas appliquée partout. Au Québec, on a une loi sur l'équité salariale, on a une commission aussi sur l'équité salariale. Toutefois, il y a encore 17% des entreprises au Québec qui n'appliquent pas la loi. 17%, ça n'a pas l'air beaucoup, mais sur le nombre d'entreprises qu'on a au Québec, ça fait quand même beaucoup d'entreprises qui n'appliquent pas cette loi-là. Toutefois, il y a une bonne nouvelle au Québec encore. Il y a l'écart salarial entre les femmes et les hommes tend à diminuer. Donc, nous, les femmes, on s'approche tranquillement mais sûrement du salaire des hommes, ce qui est une bonne nouvelle. Toutefois, ce n'est pas encore parfait. Et comme je disais, dans notre question recherche, on demande si la communication publique, la vitrine culturelle permet justement de régler ces problèmes de société-là. Et ça s'est passé aux États-Unis. Donc, lors des derniers Oscars en 2014, une actrice, Patricia Arquette, a gagné un Oscar et a utilisé les minutes de son temps, de son remerciement pour justement déclarer qu'il était temps que les femmes aillent le même salaire que les hommes aux États-Unis. Et ça fait couler beaucoup d'encre, même jusqu'au Québec. La commission sur l'équité salariale a d'ailleurs mentionné que suite à cette déclaration-là, il y avait eu beaucoup de commentaires, d'appels justement à la commission pour soit porter plainte, soit s'informer. Et il y a beaucoup d'employés qui étaient victimes de ça et qui ont justement contacté la commission sur l'équité salariale pour justement faire des démarches et essayer de rétablir la justice. Et je vais d'ailleurs vous montrer, ça ne marche pas, parce que les vidéos sont... Ah, mais tu peux aller sur YouTube. Je ne sais pas si certaines personnes l'avaient vu, lorsque cette actrice a justement déclaré non. Ok. J'ai juste vu une personne faire ça. C'est déjà ça. C'est les vidéos. On prend les photos. Ce sera pas long. Les vidéos, ils ne coopèrent pas. Mais encore une fois, justement, le fait que cette actrice-là a servi de la vitrine culturelle, de la communication publique pour déclarer ce message-là, ça a eu des effets bénéfices, j'imagine, partout dans le monde. Ça en a eu au Québec, sûrement ailleurs aussi. Ok, donc, si je comprends bien, le fil directeur de tes deux exemples, c'est la médiatisation qui devient un moyen de changer les choses. C'est ça, oui. C'est ça, ok, je comprends. Puis aussi, dans le fond, c'est ça, des événements comme tantôt, ce qui s'est passé à Val-d'Or, ça fait que le sujet revient sur la table. Oui, non, je comprends. Ensemble, essayer de régler le problème. Parce que c'était pas évident le lien entre les femmes autochtones et l'équité salariale, mais j'ai compris. Ah, mais j'essayais pas nécessairement de faire de lien. Non, mais j'ai compris. C'est deux choses. Here's an expert who helped me bring ecological sanitation to the develop. Each of the ecological sanitation to the developing world with GiveLove.org. To every woman who gave birth, to every taxpayer and citizen of this nation, we have fought for everybody else's equal rights. It's our time
to have wage equality once and for all and equal rights for women in the United States of America. Et aussi, j'ai un exemple au Québec. Certains ont sûrement vu le Conseil des ministres que notre nouveau premier ministre a fait. Et puis, c'est 15 femmes et 15 hommes, donc c'est très honorable de sa part. Et par contre, il y avait certaines femmes, certaines ministres qui n'avaient pas le même salaire que leurs collègues, donc 20 000 $ de moins, ce que le premier ministre a assuré qu'il allait rectifier pour qu'il applique finalement l'équité salariale au sein même du gouvernement. Et suite à ça, on se dit, si le gouvernement même, qui est notre... j'allais dire notre Dieu, pas du tout, là, mais... Le pouvoir. Oui, notre pouvoir applique cette loi-là, ça peut juste pousser certaines personnes à faire de même. Et puis, c'est ça. Et finalement, je vais finir avec le harcèlement sexuel au travail. Donc, le harcèlement sexuel, c'est un enchaînement d'agissements hostiles dont la répétition affaiblit psychologiquement la victime, dans le but est d'obtenir une relation sexuelle avec la victime. Et cette définition-là, elle s'applique dans le milieu du travail. Donc, le harcèlement sexuel au travail est extrêmement répandu, mais il est encore tabou. Donc, plusieurs personnes vivent le harcèlement sexuel. Certaines personnes ne savent même pas que c'est du harcèlement sexuel. Il y a des témoins aussi, il y a des victimes, mais c'est quelque chose encore qu'on n'en parle pas assez. Et d'ailleurs, j'ai quelques exemples d'harcèlement sexuel. Un contact physique non nécessaire, y compris des attouchements non désirés, le langage et ou les remarques dérogatoires à l'égard des femmes, les remarques de nature sexuelle concernant l'apparence d'une personne ou ses actions, les plaisanteries de nature sexuelle. Donc, ce ne sont que quelques exemples. Et il y en existe plusieurs autres. Et les femmes et les hommes peuvent être victimes de harcèlement sexuel au travail, mais les femmes sont plus vulnérables car généralement, elles occupent un emploi inférieur à celui de l'homme. Toutefois, certaines femmes qui ont une autorité dans une entreprise peuvent quand même être victimes de harcèlement sexuel, mais c'est souvent les femmes qui ont des emplois inférieurs aux hommes qui sont des victimes. Et vous avez sûrement entendu peut-être parler de Marcel Aubu, donc l'ancien président du comité olympique. Pour vous replacer dans les faits, il a suffi d'un témoignage, d'une plainte d'une femme à l'endroit de M. Aubu sur du harcèlement sexuel pour que plein d'autres femmes, eux autres aussi, ils disent « Ah ben oui, j'ai aussi été victime d'harcèlement sexuel de la part de M. Aubu. » Donc, encore une fois, il suffit d'un événement qui choque le monde pour que finalement on agisse. Donc, suite à ça, plusieurs personnes ont décidé de parler et on en a parlé aussi dans les médias. Donc, ça fait revenir le sujet encore une fois sur la table. Et suite à justement ces accusations-là, M. Aubu a démissionné de ses fonctions. Mais ce qui est le plus accablant là-dedans, ce n'est pas ce qu'il a fait. Ben oui, ce qu'il a fait, c'est grave, mais c'est que les autres membres du comité étaient au courant. Donc, que ce soit des témoins ou des victimes, ils n'ont pas parlé assez tôt. Donc, ça fait plusieurs années de ça et ça vient de sortir aujourd'hui même. Et je crois que c'est ça pour ma partie. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires à propos de ce que j'ai dit ou compléter ce que j'ai dit? Ça va être parfois nébuleux. Oui, bien sûr que j'en ai. Ah oui. Je ne suis pas la seule, j'en suis certaine. Myriam. Tu as beaucoup parlé d'harcèlement sexuel sur les femmes, oui. Mais tu n'as pas du tout parlé concernant les hommes. Il y en a qui sont aussi victimes, on n'en parle pas du tout. C'était un choix de ne pas en parler, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ils sont aussi victimes à moindre échelle. Ce sont souvent, malheureusement, eux qui sont les responsables, les harceleurs. Mais on commence à en parler. Je sais qu'en France, il y a un peu moins d'un an, on a entendu parler d'harcèlement sexuel chez les hommes, parce qu'il y a un homme en fait qui a été victime de ça, et on commence à en parler un tout petit peu. Mais est-ce que c'était un choix de ne pas en parler ou... Non, c'est juste que j'ai vraiment... C'est vrai, c'est mon erreur. J'aurais dû axer plus... être plus général, ne pas juste axer sur la femme. Et justement, les autres points dont j'ai parlé, j'ai essayé de prendre les deux, mais l'harcèlement sexuel, quand on regarde sur exemple Actualité, c'est tout le temps la femme. Puis en même temps, c'est vrai que l'homme, il peut être victime. C'est sûr que c'est moins... ça arrive moins souvent, mais c'est vrai que c'est... Mais on pourrait imaginer que si c'était un homme qui se faisait harceler, alors là, il y aurait des nouvelles, oui, ce serait complètement... Mais encore une fois, ça peut être juste un événement qui va refaire... Ouais. Mais moi, j'aurais une question quand même sur ton interprétation. Ça me fait réfléchir.
C'est-à-dire que pour toi, c'est le moment de la médiatisation qui tout d'un coup réveille tout le monde. Non, Ben, c'est ça. Or, quand même, tu l'as vu, on le voyait bien dans le cas des femmes autochtones, ça fait 10 ans qu'il y a des associations dans le milieu associatif qui militent pour ça. De la même façon, le harcèlement sexuel, ça fait, je veux dire, il y a des féministes qui, c'est leur dossier là depuis des décennies. Puis le troisième cas dont tu parlais, l'équité salariale aussi. Il y a des associations de femmes, etc. La médiatisation, est-ce qu'elle n'arrive pas plutôt à la toute fin, au moment où le travail social s'est fait? Et puis, tout d'un coup, ben là, dans le fond, les médias, autrement dit, les médias, elles sont peut-être un moyen de faire prendre conscience de tout ça, mais elles sont peut-être aussi le reflet de la société qui a évolué, puis qui est prête à entendre ça. Ben, je veux juste savoir, je réfléchis là. Non, mais ce que vous avez dit, c'est exactement ça. Il a fallu des événements qu'on médiatise pour que finalement on remette sur la table ces problèmes de société-là. Donc, comme vous avez dit, la violence faite aux femmes autochtones, ça fait longtemps, plusieurs décennies qu'on en parle. D'ailleurs, le cas de Val-d'Or, ça peut faire 20 ans qu'il y en a qui ont été abusés. Donc, c'est... Et donc, ça nous indiquerait que notre société se transforme. Et que comment on appelle ça au Québec? Ça montre aussi le pouvoir des médias. Et le pouvoir des médias d'enfoncer le clou d'une certaine façon. En même temps, le pouvoir des médias, oui, mais aussi, c'est une bonne chose parce que justement, exemple, tout le monde en parle, il y a beaucoup de monde qui regarde ça, puis ils parlent souvent beaucoup de problèmes de société. Donc, le fait qu'ils ont emporté les deux activistes autochtones, ça montre qu'ils veulent essayer de faire quelque chose, que la société est sur la bonne voie, finalement. OK, donc tout le monde en parle. C'est vraiment une émission qui est la médiation entre les problèmes sociaux, etc., puis le grand public qui serait indifférent, dans le fond, autrement. C'est un peu ça? Non, pas qu'il serait indifférent, mais je pense que... Je sais plus quoi dire. Non, mais réfléchissez aussi au rôle de ces émissions de la télévision pour changer les comportements. Il faut que ça se rende à tout le monde en parle, parce qu'il y a eu un travail. C'est ça. Puis tout le monde en parle, c'est un peu pas... C'est symbolique, dans le sens où quand tu as une entrevue à tout le monde en parle, ben tu sais que là, tu as 1 million de personnes qui vont t'écouter. C'est le temps d'en parler. C'est une vitrine culturelle, dans le fond, qui sert de ça pour justement faire... essayer de... Ouais. Mais vous êtes bien consciente, là, qu'il y a plein de gens qui se préoccupaient de ces questions-là avant tout le monde en parle. Oui, je suis consciente, parce qu'elle a dit aussi que ça fait 10 ans, il y a eu une marche et tout, mais j'imagine qu'on n'en parlait pas assez. Mais moi, je pense, et l'affaire de Marcel Aubu, mais on aurait pu ajouter Bill Cosby, etc. Puis en Angleterre, je ne sais pas si vous avez vu ces scandales du réseau de pédophiles à la BBC, là. Jimmy Savile, là, qui aurait abusé plus de 80 enfants, en tout cas. C'est que le niveau de tolérance de notre société a baissé. Et ça, c'est pas juste les médias, c'est les luttes sociales qui ont fait ça. Il y a du changement social qui est possible, autrement dit, si on se préoccupe de choses. Puis il y a les mononcles, là, comme ça, comme on dit au Québec, les mononcles. Plus possible, là, plus capable, on n'en veut plus. Alors, c'est un peu le message là, que vous nous envoyez. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques Allons voir dans d'autres pays. On a eu avec les maîtrises une discussion intéressante sur le harcèlement sexuel et les limites culturelles. Donc, dans certains pays, alors est-ce qu'il y en a qui sont allés en France? On donnera la parole à Myriam après. Est-ce qu'il y en a qui ont voyagé en France parmi vous ici? Bon. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont pris le métro en France? Est-ce que vous est arrivé des choses, femmes, dans le métro en France, où on vous a foutu la paix? Oui, il n'y a pas eu de problème? Non? Non? Parce que c'est... Oui? En Espagne, un pays... Il y avait un règlement qui avait été dit qu'à partir de 18h le soir, on ne pouvait plus se promener juste 2 filles toutes seules parce qu'on pouvait se faire harceler sur la Rambla, dans le fond, sur la rue piétonnière. Puis moi puis une de mes amies, on l'a fait quand même. Puis effectivement, il y a un cercle d'hommes qui sont venus autour de nous vraiment rapidement. Puis ben là, les personnes qui s'occupaient de nous sont venues nous reprendre tout de suite, mais c'est pour dire qu'on ne pouvait pas circuler juste un groupe de filles ensemble tout seul sans qu'il y ait... Tu sais, c'était pas dangereux ou violent, mais c'était agressant, c'était agaçant. Il y avait des hommes plus vieux qui étaient tout le temps là en train de regarder puis d'attendre de pouvoir faire un move là, sur nous autres. C'était fatigant. Et ça, là, on parle il y a quelques semaines, là, quelques mois. Ben, il y a 1 an. Non, mais je veux dire, c'est tout récent, là. Oui, mais, tu sais, je veux dire, j'ai une autre amie qui est allée
après moi, puis j'y ai dit, fais attention, fais pas ça, elle l'a fait pareil, puis elle a vécu la même chose que moi, là-bas. Mais, tu sais, ils sont allés comme 3 filles ensemble, puis juste 3 filles ensemble quand ils font noir le soir sur une rue, comme piétonne à Barcelone. C'est des bons appâts, là. Pas d'autre façon de le dire. Ben moi, je suis partie 1 mois et demi, 3 filles ensemble au Portugal. C'est quand même proche, mais on a une réalité complètement différente. Là. Je veux dire, tout le monde venait nous voir puis nous donnait des cadeaux. Puis, tu sais, il n'y a vraiment pas eu d'irrespect. C'était plus mettons, un monsieur qui disait « Ah, vous êtes des étrangères, tout ça, je vous paye à souper. » Puis il nous amenait à souper, puis c'était très, très hospitalier, mais il n'y a aucun manque de respect. Puis au contraire, les gens ils étaient vraiment très, très protecteurs de voir qu'on était 3 filles qui voyageaient. Tu sais, juste à un moment donné, j'étais allée dans un festival, tout ça, puis je cherchais une toilette publique, puis il y a 3 gars qui sont venus me voir et ont dit « Ah, on va t'aider, on va aller la trouver, tout ça. » Puis ils sont restés devant la toilette, puis ils étaient là « On va te ramener où t'étais. » Tu sais, c'est une réalité complètement différente. Nous autres, on avait mangé une crème glacée, puis il y avait des commentaires sexuels passés sur comment manger une crème glacée. Ben, c'est drôle, mais c'est pas drôle, hein? On se comprend, là? Donc, tout ça pour dire que, et alors, dans certains pays, évidemment, il y a le corps des femmes, hein, les limites sont très différentes. Au Québec, c'est très très rare qu'on siffle une fille dans la rue, des trucs comme ça, alors que en France, c'est quasiment un sport. Et au Vietnam? Au Vietnam, c'est différent. On est quand même ancré dans la culture orientale, dans laquelle les gens sont plus fermés. Ils s'exposent moins, ils s'expriment moins, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas aux femmes, par exemple en ville, dans les bus, etc. Et comme j'ai dit la semaine dernière, le problème c'est l'impunition. On laisse faire. Et c'est comme ça que ça s'aggrave. Ouais, on dit c'est la culture, c'est les hommes, ils ont des hormones. C'est les hormones des hommes, tiens. Puis, et il y a d'autres pays où, d'abord, les hommes cachent le corps des femmes. Quelle hypocrisie. Et puis, il y a d'autres pays où... J'ai perdu mon idée. Enfin, tout ça pour dire que la tolérance varie beaucoup. Il y a des sociétés qui sont plus puritaines que d'autres, où ces choses-là vont se cacher plus, et d'autres où c'est, au contraire, ça devient un sport, hein, et où les femmes ne bénéficient pas comme... Quel est ton nom, ton prénom? Oui. Des femmes, là où, comme Marie-Hélène, où elle a été, ne peuvent pas circuler librement. Au point que dans certaines villes, il y a des métros, par exemple, des wagons réservés aux femmes. On a vu ça en Inde, on a vu ça... il y avait un autre pays. On avait parlé du Sénégal, d'Haïti aussi, je ne sais plus lequel était. Oui, mais en tout cas, en Inde, je le sais, parce que moi, on m'a dit, quand j'étais en Inde, à Delhi, va dans les wagons de femmes seulement, pour justement les protéger. Mais est-ce que... C'est la discussion qu'on a eue avec le cours de maîtrise. Est-ce que séparer les hommes et les femmes pour protéger les femmes, c'est pas une certaine façon d'accepter la réalité puis de simplement en prendre acte plutôt que d'essayer de changer les choses? C'est la discussion qu'on avait. Alors merci, on continue. Alors moi je parle de la culture du viol et de l'impératif de jeunesse et de beauté dans notre société. Donc je vais vous donner la définition de la culture du viol. En fait, c'est un concept qui établit des liens entre le viol et notre culture, notre société. C'est un terme qui a commencé à être utilisé à partir de la deuxième vague du mouvement féministe, donc environ dans les années 70. Aussi, je parle quand même plus des femmes parce qu'en fait, il y a 80% des femmes qui sont agressées et 98% des hommes qui sont agresseurs dans les cas d'agression sexuelle. Et dans notre société, c'est un sujet qui est quand même très tabou. Les gens ne veulent pas dénoncer parce que dans le fond, ça ne donne pas grand-chose à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 3 mythes dans la culture du viol. Il y a premièrement la minimalisation d'une agression. Dans notre société, on a comme un vrai viol. Puis, mettons, une fille qui se promène dans la rue 20 ans le soir, elle se fait agresser par un étranger qui a une déviance sexuelle puis qui est habillé très osé. Donc ça, c'est un vrai viol dans notre société. Sauf qu'on sait que 8 victimes sur 10 connaissent déjà l'agresseur, donc c'est pas un étranger. Et 7 agressions sur 10 se passent dans une résidence privée. Donc ça vient comme annuler le vrai viol. Et donc c'est ça. Si la fille est inconsciente, si la fille elle connaît l'agresseur, on dirait que dans notre société, ça compte pas comme étant un vrai viol.
Il y a aussi la négation du manque de consentement. Donc, dans notre société, le non est devenu oui. Il y a un exemple, c'est la chanson Blurred Lines de Robin Thicke. Il essaye d'avoir une relation sexuelle avec une bonne fille. La fille dit non, mais lui, il dit comme « Ah, c'est une bonne fille, c'est sûr qu'elle va dire non, mais elle désire secrètement une relation sexuelle avec moi. » Donc, la société est comme vraiment rendue comme ça. Le non qui est devenu un oui. Aussi, si la personne agressée n'a pas tout fait en son possible pour se débattre et ne pas vouloir une relation sexuelle, elle va être reprochée de ne pas s'être débattue jusqu'à la fin, puis qu'elle va se faire dire que, dans le fond, elle était peut-être pas totalement contre la relation sexuelle. Comme la photo ici, là, la fille qui est comme tout nue, puis elle dit, tu sais, je veux pas plus ça, même si je suis tout nue. Ensuite, il y a le blâme à la victime. Comme sur la photo, en fait, c'est que s'il est écrit « Don't get raped », dans le fond, on dit « Don't rape », c'est que notre société nous enseigne à ne pas se faire violer, tandis qu'on devrait peut-être plus axer sur ne pas violer. On a beaucoup des messages de prévention comme « Ah, habillez-vous pas comme ça, faites attention dans les bars, maquillez-vous pas de telle manière ». Puis dans le fond, le blâme devrait être plus sur la personne qui a agressé que sur la personne qui est agressée. Donc la femme se fait souvent blâmer. Puis aussi, on blâme le caractère sexuel de la femme, comme si l'homme ne pouvait pas résister, puis l'homme ne pouvait pas contrôler ses pulsions, puis c'est comme la femme était trop séductrice, puis c'est ça que ça donne. Donc c'est ça. Les gens, en fait, ce que ça donne, c'est que les gens n'osent pas dénoncer, parce qu'on se dit que, bon, c'était peut-être pas un vrai viol, mais dans le fond, les vrais viols, je ne suis pas sûre qu'il y en ait vraiment beaucoup. Donc les personnes se renferment. Ça donne des conséquences négatives. Puis dans le fond, c'est les attitudes du viol qui découragent les personnes à porter plainte. Puis c'est ça, il faudrait plus blâmer l'agresseur que l'agressé. Puis il faut comme démystifier les mythes qui circulent, les 3 mythes que je viens de vous nommer. Ensuite, il y a Lady Gaga qui a comme 2-3 semaines a sorti un vidéoclip pour la chanson Till It Happens to You. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Ouais, c'est une vidéo assez crue et dure, en fait. C'est pour dénoncer les viols dans les collèges américains. Les données, c'est sur des collèges américains. Puis c'est ça, on veut dénoncer et venir en aide aux victimes. Ceux qui ne l'ont pas vu, je ne vais pas vous montrer d'extrait parce que c'est assez cru, mais vous irez voir si ça vous intéresse. Ensuite, il y a eu les événements à l'Université d'Ottawa. Je crois que c'était l'an passé. Les 2 événements sont survenus presque en même temps. C'est dans le fond d'équipe de hockey masculine de l'Université d'Ottawa et son voyage à Thunder Bay. Et il y a eu des allégations de viol collectif, donc ça a mis à la suspension de l'équipe. Aussi, il y avait Anne-Marie Roy qui a fait l'objet de propos sexuellement explicites sur les réseaux sociaux par des collègues à elle. Ce que ça a donné, c'est que les 5 garçons se sont excusés et ont démissionné de leur fonction à l'association étudiante. Donc finalement, il y a comme eu un groupe de travail sur le respect et l'égalité à l'Université d'Ottawa. Et pour finir, le dernier exemple, c'était le party de rentrée à l'Université Laval. Le comité femmes de l'Université Laval dit que la rentrée scolaire est très propice aux abus de pouvoir, au contact sexuel sans consentement, aux violences sexistes, au harcèlement, à l'homophobie et aux agressions sexuelles. Ce même comité rapporte qu'il y a environ 700 agressions sexuelles qui sont rapportées dans les établissements postsecondaires canadiens de 2009 à 2013. Sachant que seulement 10% des agressions sexuelles sont dénoncées, il y en a quand même 700, puis seulement 10% sont dénoncées, donc on peut imaginer qu'il y en a beaucoup d'autres. Et aussi, la Faculté des droits de l'Université Laval avait fait les manchettes de la rentrée 2014 avec une chanson controversée là, que les paroles incitaient ouvertement au viol. Merci de nous avoir rappelé que ça arrive sur le campus ici. Ensuite, impératif de jeunesse et de beauté, en fait, c'est que les publicités auxquelles on est exposé maintenant ne servent pas seulement à vendre Il y avait une question. Excuse-moi, pas une question, je m'excuse de couper. J'ai vu cette semaine une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était une vidéo sur le consentement qui était comparé à boire une tasse de thé.
Je trouve que ce serait vraiment pertinent, je sais pas, pour l'ajouter dans le travail après, c'est vraiment une méthode, comme une comparaison là, de tu peux pas forcer quelqu'un à boire une tasse de thé autant que tu peux pas forcer quelqu'un à avoir une relation sexuelle avec toi, puis il ridiculise un peu le fait de justifier un viol par tu peux pas comme endormir quelqu'un puis lui faire boire du thé pendant qu'il dort autant que tu peux pas le forcer de quoi que ce soit. Ça se trouve sur YouTube, genre tasse de thé, consentement, tu le trouves Tu vas le mettre sur le groupe Facebook? Oui, je peux le mettre sur le groupe Facebook, puis vraiment, c'est directement en lien avec ce que tu viens de parler, donc je trouvais ça pertinent de dire. Merci. C'est ça. L'impératif de jeunesse de nos jours, les publicités ne servent pas seulement à vendre un produit, mais ça vend aussi des valeurs, du succès, comme n'importe quoi. Et on nous vend des modèles de beauté qui sont vraiment parfaits, comme les mannequins Victoria's Secret que vous pouvez voir. C'est une campagne comme Love Your Body ou un truc comme ça, comme si tout le monde avait ce corps-là. Aussi, c'est ça, on fait la promotion d'un modèle unique de beauté, qui est vraiment exactement ce qui est sur la photo, là, des grandes filles super minces, super belles et avec un point assez foncé. Ben, attends, honnêtement, tu les trouves belles? Ben non, mais c'est ce que la société trouve. Ben, je veux dire, qui les trouve belles? Attends, on va faire une question. Les filles maigres en bas, là. Qui les trouve belles parmi vous? Honnêtement. Oui? Excusez, mais ça me fâche un peu parce qu'il y a une différence, admettons, avec les modèles Victoria's Secret, que oui, admettons, ils s'entraînent, puis oui, ils représentent 1% de la société, mais au moins, ils sont pas anorexiques, ou admettons, ils sont pas comme les modèles de mode qu'on voit dans les fashion shows de Chanel ou peu importe. Ceux-là sont en forme, à mon avis, là, ils ont de la chair, puis ils ont pas... Celles d'en bas? Ils ont pas juste, ils ont pas elles juste sont pas, tu les trouves pas maigres? non, ils sont en forme. Oui, elles sont en forme? Ouais, moi, je trouve qu'elles sont musculairement parlant bien présentées. OK, mais est-ce que tu les trouves belles? Oui. OK, il y en a une qui les trouve belles, d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui? Vous les trouvez belles, vous? Oui, mais on est dans le débat, là. Tu les trouves toutes belles? Oui, puis les autres aussi. Les hommes? Je ne veux pas être méchant avec les femmes, mais ils ne se ressemblent pas aux femmes normales. Intéressant. Un autre homme? Moi, d'ici, je ne les vois pas vraiment, mais ils ont l'air belles. Toi? Je suis bien d'accord. Oui. Elles sont belles? Oui. Relativement quand même. En tout cas, c'est pas le grand enthousiasme quand même, hein? Oui. Ben, j'aurais tendance à dire qu'il faut pas juger si elles sont belles ou pas, parce que, ben, pour moi, toutes les beautés se valent, tous les corps sont beaux à leur façon. C'est plutôt qu'on montre que ce type de femme-là, plutôt que la diversité, finalement. Je pense qu'il est là le problème, plus que « Ah, ça, c'est laid, ça m'écoeure, on le voit les côtes. » C'est plus... c'est ça, c'est au niveau de la promotion de la diversité que le problème réside, là, plus qu'autre chose. Vous avez sûrement vu le clip de Adele, hein? Hello. Avez-vous remarqué la différence entre Adele Hello puis Adele ses chansons précédentes? Ben, vous regarderez ses premières vidéos. Adele, là, comment il s'appelle, Xavier Dolan a dit que c'est la plus belle femme du monde. Elle était très dodue dans ses premiers tubes. Puis là, on dirait qu'elle a fondu. Oui, mais vous regarderez les vidéos, là, c'est sidérant. La transformation, oui? Ben oui, c'est ça. C'est ça. Mais Adele, en même temps, c'est une très belle femme, qu'elle ait été dodue ou pas. C'est extraordinaire de voir, quand elle faisait ses premières vidéos, qu'elle était à la fois très belle, un succès immense, et elle était bien dodue, bien en chair. C'est juste pour dire que tout ça, c'est des jugements extrêmement subjectifs et normés, dans le fond. On le présente comme un modèle unique, mais c'est plus compliqué que ça dans la réalité.
Aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler la semaine passée, il y a une blogueuse, une célébrité des réseaux sociaux australienne, Essena O'Neill, qui a publié une vidéo qui dit « Pourquoi je me retire des réseaux sociaux ». Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? OK. Dans le fond, c'est ça, elle disait qu'elle se retirait des réseaux sociaux parce que c'était un monde fake, un monde faux, et que c'était seulement axé sur la beauté et sur le paraître, et que, bon, il y avait plein de... Elle utilisait énormément d'applications pour retoucher ses photos et des trucs comme ça pour paraître plus belle et pour avoir plus de likes et plus de trucs comme ça. Donc, ça, c'est comme le tournant avec les nouvelles technologies, c'est ce que ça donne. Aussi, tu sais, elle a énormément d'abonnés. Les gens, ils veulent ressembler à leurs idoles, ils veulent ressembler aux gens inspirants qu'on peut voir sur Internet. Donc, c'est ça. Selon l'Association de la santé publique du Canada, un adolescent sur deux est insatisfait de sa silhouette, de son corps, en fait. C'est souvent en raison des images de beauté qui circulent dans notre société, qui sont constamment présentées, les publicités, que ce soit à la télé, dans la rue, sur les réseaux sociaux, peu importe. Et non plus, c'est pas seulement les femmes qui ont comme un modèle unique de beauté, mais aussi les hommes. Les hommes, il faut qu'ils soient en shape, il faut qu'ils soient un peu bronzés, il faut qu'ils soient... Les hommes aussi ont un standard de beauté. Et qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour, comme dans la société, pour aller contre comme ce mouvement-là, parce que ça devient dégradant aussi pour les adolescents qui s'aiment pas, et qui sont comme « Ah, je ressemble vraiment pas à telle personne, je ressemble vraiment pas à un mannequin Victoria's Secret ». Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire? Ben, c'est pas vraiment une solution, mais ce que je trouve étrange, par contre, c'est le fait de ne pas avoir de complexe, c'est ça qui est rendu bizarre. Je sais pas si ça vous comme déjà arrivé, mais tu sais, je parlais avec une de mes amies, puis en tout cas, bref, histoire quelconque de, tu sais, ah ben, tu devrais enlever ta veste, tu sais, pourtant ça te fait bien ton chandail, blablabla, puis elle dit, ah non, mais j'aime pas mes épaules, là. Puis que l'autre, elle dit, ah ben, dis-y pas ça, tu sais, elle a pas de complexe, elle la comprendra pas. Pourquoi c'est mal, là, soudainement, de comme être à l'aise avec son corps, tu sais? Puis ça m'a vraiment comme frappée parce que la normalité, c'est de pas être à l'aise. Fait que c'est plus là-dessus un peu qu'il faut peut-être amener les choses, là. Ouais, c'est vraiment, là, t'as pas de complexe, inquiète-toi pas, on va t'en trouver. Ouais, c'est ça, c'est carrément ça, carrément. Et en anthropologie, il y a un peuple qui est très connu pour ça, dans les îles du Pacifique, je ne sais plus... je pense que c'est les Maoris, en Nouvelle-Zélande. 97% des femmes se trouvent belles. C'est exactement le contraire. L'idée qu'une femme ne se trouve pas belle, ça n'a pas de sens pour eux. Ben, c'est ça que ça devrait être à quelque part. Hein. C'est ça. Que, comme tu dis, tous les corps, c'est dans la nature, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est le fun, c'est la diversité. Et puis je sais que j'avais vu une étude sur la séduction, la chose qui séduit le plus la personne de l'autre sexe, là, c'est pas ses mensurations, c'est le sourire. Si ça vous intéresse. Non, mais c'est ça, mais dans le fond, tu sais, ce qu'il y avait comme solution, c'est qu'il y a plusieurs mouvements sur Internet, journée sans maquillage, comme Dove le fait, ou tu sais, des journées, pas des journées, mais juste apprendre à aimer son corps au lieu de comment sculpter vos fesses en 5 exercices, des trucs comme ça. Et ben, c'est ça, puis des mouvements sans maquillage, pour être en santé aussi. C'est plate parce que même à travers les années, l'image qu'on présente, c'est tout le temps les extrêmes, que ça soit Marilyn Monroe au mannequin Victoria's Secret, on ne sera jamais dans le raisonnable, à mon avis. Il va tout le temps falloir avoir une espèce d'exemple à suivre, puis on ne réussira jamais à l'atteindre, que ça soit... Ça peut être dans certains pays, je me rappelle, ou dans certaines tribus, ben, c'est les femmes qui sont dodues, c'est les femmes qui sont en chair pour montrer qu'ils sont, comment je pourrais dire? Prospères. Prospères. Être bien en chair, dans de très nombreux pays, c'est un signe de prospérité, que tu manges à ta faim, etc. C'est qu'ils ont de l'argent, c'est qu'ils sont riches, etc. Puis, je ne sais pas où est-ce que notre société a viré à un moment donné, mais ça y va par mode aussi, à mon avis. Il y a quelques années, c'était vraiment la mode squelettique un peu pour les femmes. Ben, je parle pour les femmes parce que je suis plus à l'aise, les gars, je connais pas tant ça. Mais là, tranquillement, pas vite, mais là, on se retrouve, à mon avis, dans un autre extrême, qui est l'espèce de fitness world. Que là, il faut qu'on soit super build-up, qu'on se montre c'est les fesses, les seins, tout bronzés, puis tout musculairement parlant, vraiment bien.
Mais à mon avis, ça sera jamais, jamais bon. On va tout le temps être dans les extrêmes ou dans une mauvaise situation. Fait que la situation, c'est que chacun fasse son effort, puis, tu sais, oui, c'est beau, comment je pourrais dire, c'est Yoda qui présente le vrai, the perfect real body, c'est correct, mais en même temps, c'est que j'ai l'impression que c'est une guerre entre tout ce qui est publicité ou la réalité. On n'arrivera jamais à un entre-deux, à mon avis, puis c'est ça qui est plate. Jusqu'à temps que tout le monde dise « OK, la société, c'est correct, on s'assied comme on est », mais à mon avis, ça va prendre des milliers d'années, définitivement. Là, donc, voilà. Mais même, je dirais, plus généralement, c'est comme si... Enfin, il y a un marché quand même derrière de crèmes, de salons d'exercice, etc. Il y a toute une industrie qui, derrière ça, il ne faut pas le négliger. Mais c'est aussi comme si dans notre société, on ne pouvait pas être satisfait de ce qu'on est. Il faut toujours, on est dans la croissance, dans l'amélioration, dans la performance. Ça peut s'appliquer au corps, ça peut s'appliquer à la carrière, ça peut s'appliquer à toutes sortes d'affaires, mais y compris au corps. On ne peut pas simplement être content de ce qu'on est ou de ce qu'on a. Il en faut toujours plus. Alors que dans le fond, be happy. C'est surtout aussi que les entreprises ont quelque chose à y gagner. C'est carrément ça. Ben oui. On ne dira pas que vous êtes beau comme ça parce que sinon on n'achètera pas la crème, la fameuse crème qui va aller d'adoucir la peau. C'est vraiment ça. Il y a toujours quelqu'un en arrière de ça qui a de quoi gagner en nous utilisant, carrément. Puis c'est plate parce que ça s'applique à notre personne, à notre corps, vraiment. C'est quand même grave quand on pense à ça. Ouais. Et puis sur le plan du vivre ensemble, ça crée une compétition entre femmes, par exemple. C'est complètement bizarre. J'ai vu qu'il y avait un livre là, qui vient de sortir sur la bitcherie ou je sais pas quoi. Mais c'est terrible. Alors que les femmes devraient être des alliés face à tous ces défis. Non, c'est rabaisser quelqu'un un peu pour se remonter. Oui, c'est ça. Il y avait quelqu'un? Mais non, vas-y. Cette semaine, je suis tombée sur une vidéo d'une madame qui montre de quoi elle a l'air quand elle est moitié maquillée, moitié pas maquillée. Puis je m'attendais à ce que dans son vidéo, elle parle au contraire de, tu sais, comme on peut ôter notre maquillage. Je pensais qu'elle ôtait son maquillage, puis dans le fond, ce qu'elle promouvait, c'était le fait que quand t'es maquillée, tu peux avoir la chance d'être belle puis de t'aimer. Puis là, elle était comme, le maquillage a vraiment beaucoup de pouvoir. Pourquoi je me montrerais aux gens sous mon vrai jour quand je peux me montrer en étant jolie? En disant que dans le fond, elle était pas belle dans la vraie vie, mais que tous ses produits de beauté lui permettaient d'être belle. Puis quand tu regardais les vidéos recommandées, mais ça l'a parti comme en fou sur Internet. Toutes les filles qui la suivent, elles, se sont mises à faire la même chose qu'elle, de se maquiller la moitié du visage. Mais c'est pas de montrer comme une différence, de montrer qu'ils sont belles au naturel, c'est de montrer qu'ils sont comme belles quand ils sont maquillées. Et je trouvais ça vraiment triste. Je trouvais ça vraiment spécial. Moi, je trouve qu'on parle beaucoup des femmes. Tu sais, qu'on dit qu'il y a comme plus de modèles féminins assez extrêmes, mais il l'a tout aussi pour les hommes. Il y a quand même beaucoup de plus en plus de pression au niveau des hommes d'être physiquement le plus parfait. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui sont masculins qui sont inscrits au gym pour plaire plus aux filles, parce qu'à cette heure, c'est le gars, il faut qu'il ait les beaux petits abdos tout définis, puis tu sais, c'est quasiment qu'il faut que lui et tout aille au bronzage pour avoir un teint. Tu sais, les gars normaux sont moins remarqués que... Tu sais, autant il y a quelques années, on disait tout que c'était le terme douchebag et tout, mais pourtant, c'est devenu une espèce de mode. Puis à cette heure, les femmes sont attirées par les hommes comme ça, autant que souvent, les hommes vont être attirés vers les femmes qui vont plus se pouponner. Mais tu sais, au final, c'est de la pression qu'on se met autant sur les deux, autant sur les hommes que sur les femmes. Pour quelles raisons? Oui, puis il y a une recherche qui a prouvé que les hommes faisaient beaucoup plus de recherches sur Internet par rapport au look, les coiffures, les tendances, comment bien paraître que les femmes. Mais mettez tout ça sur le Frappapad ou le Facebook là, pour enrichir le chapitre. Oui. Tantôt, c'est parce qu'on disait que ça va prendre du temps avant de changer les normes de beauté, là, mais il y a quelques années, Aerie, qui est comme les soutiens-gorge puis les culottes d'American Eagle, là, ils ont fait une campagne, puis ça continue encore, que toutes les filles ne sont pas retouchées dans leurs photos, puis c'est pas des filles super minces, tu sais, sont quand même... sont comme un juste milieu, je trouve, là, surtout dans le monde de la beauté, de la mode, là. Puis je trouvais ça bien de voir comme, tu sais, quand elle est pliée, ben on voit qu'elle a un petit pli dans son ventre parce que c'est normal. Fait que je pense que les compagnies sont plus sensibilisées à ça puis sont prêtes à faire le changement plus qu'on le pense, puis qu'ils veulent plus prendre des mannequins qui ressemblent pas à nous, parce que
le monde n'achèteront pas leurs produits s'ils peuvent pas relate à la compagnie, genre. C'est mon point. Moi, je vais vous parler des rapports de genre. Donc, on va essayer de distinguer le genre du sexe, en fait. Je vais vous lire la définition. C'est que le genre réfère aux attitudes, aux émotions et aux comportements qu'une culture donnée associe avec le sexe biologique d'une personne. Donc, il y a vraiment une distinction et comme vous pouvez voir, c'est super subjectif et malléable dépendamment de la culture. Et c'est quelque chose qu'on entend parler de plus en plus présentement du genre et à quel genre on s'associe. Parfois même, on peut décider de ne pas s'associer à aucun genre. Et comme je vous ai dit, c'est des critères établis. Donc, ces critères-là, c'est la société qui les envoie, c'est la société qui la construit finalement. Et c'est des comportements qui sont associés avec les femmes, avec les hommes. Donc, ça devient très distinct. Et quand on parle du vivre ensemble, ça devient aussi très réducteur dans certains cas pour des gens qui ne s'associent pas complètement avec l'idée que la société renvoie de la féminité ou de la masculinité. Je ne sais pas si tu veux en parler, mais il y a un pays, je pense c'est l'Islande, où il y a homme-femme, et puis un troisième choix. Oui. Là, c'est ça, finalement. Donc, on peut dire ça. OK. Donc, je vais vous parler de la construction du genre. En fait, il y a deux écoles de pensée. Là, il y a plutôt les essentialisme et le constructionnisme. L'essentialisme, en fait, c'est de penser que ça revient à l'essence, donc à la biologie. Donc, si on est femme, il y a des compétences qui sont rattachées à ça. Si on est homme, il y a des compétences aussi qui sont rattachées à ça. Donc, si moi, je choisis d'être infirmière, mais c'est pas anodin. Puis si un homme décide de devenir, je sais pas, maçon, ben c'est pas anodin non plus. Et c'est déterminé par mon sexe et non par mon genre et non par des pressions sociales. Et souvent, à travers l'histoire, cette théorie-là, puis les arguments qui ont été associés avec l'essentialisme sont devenus très conservateurs. Puis surtout maintenant, on voit le clash devient de plus en plus grand parce que quand on parle, par exemple, d'homosexualité, ben là, déjà là, l'argument ne fonctionne plus. Ben, fonctionne pour les gens qui croient que c'est evil et tout. Donc, c'est une différenciation dans les compétences, comme je vous ai dit, pour les femmes, pour les hommes. Et dans le constructionnisme, on parle par exemple, de Simone de Beauvoir qui avait amené dans le mouvement féministe on ne naît pas femme, on le devient. Donc, oui, je nais avec un sexe féminin, mais tout le long de mon enfance, on va m'élever en tant que femme. Donc, on va m'instruire qu'est-ce que c'est qu'être une femme. Puis, c'est pas anodin que les enfants, les jeunes filles préfèrent le rose. On m'a dit que je devais aimer le rose. Quand j'entre choisir une Barbie, ben, on m'a dit que c'est la Barbie que je dois choisir, c'est pas le camion. Et je sais pas si vous êtes allés récemment dans des magasins de jouets, mais ça devient de plus en plus distinct. Puis ça part très jeune. Puis, comme je vous dis, dans ce mouvement-là, ça devient moins la biologie que la sociologie qui entre en jeu. Et dans la politisation des arguments, comme je vous ai dit, ça devient des arguments conservateurs quand on parle d'homosexualité. Et à travers le temps, c'est des arguments qui se sont confrontés à des idées plus, je dirais, nouvelles. Ça s'est toujours entré en conflit, par exemple, au suffrage féminin, au droit de vote, aux femmes au travail, à l'avortement, à l'homosexualité. Les idées qui viennent de la biologie se sont toujours été en conflit avec les idées pour lesquelles les gros mouvements sociaux se sont défendus. Donc, où a changé un peu le courant, où le constructionnisme est devenu plus grand, c'est justement avec les mouvements sociaux. On peut parler justement, comme je vous ai dit, de tout ce qui a rapport à l'homosexualité, les suffragettes, les droits civiques aux États-Unis, le Black Power, les Famous Five ici au Canada avec l'affaire Personne, où on s'est demandé si le mot personne voulait dire la femme. Ça ne fait pas si longtemps, là, je pense que c'est en
10, 20, quand même, au Canada. Donc, c'est là qu'est venu des nouvelles idées, puis qui a fait, avec les courants sociaux, que l'argument de la biologie devient de moins en moins, devient de plus en plus fragile. Et on parle aussi de la fragilité de la féminité, la fragilité de la masculinité, dans le sens où qu'est-ce que c'est qu'être masculin, qu'est-ce que c'est qu'être féminin aujourd'hui, puis pourquoi on choisit l'un ou l'autre, et les pressions qui découlent de ça. Et les deux questions fondamentales qui viennent avec la théorie plus biologique, c'est quelles sont les différences entre les hommes et les femmes, et ensuite quelles sont les inégalités sociales vécues par les deux groupes dans notre société. Et dans l'argument biologique, on dit que si tu es femme, tu vas vivre avec des inégalités. Si tu es homme, tu vas vivre avec ces inégalités-là. Qu'est-ce que le mouvement constructionniste vient apporter comme nuance? C'est est-ce que c'est pas justement ces genres-là qu'on impose sur les gens qui créent des inégalités? Est-ce que c'est pas en donnant des rôles très restreints, en disant une femme c'est ça, un homme c'est ça? Est-ce que c'est pas ça finalement qui crée les inégalités et que le fait de naître femme ou de naître homme? L'exemple est quand même assez flagrant, c'est la politique. Si vous pouvez voir, c'est le L au Royaume-Uni qui a pris des photos à travers le monde et qui a enlevé les hommes. C'est des photos politiques, là, donc les Hillary Clinton, puis de l'autre côté, je pense en Grande-Bretagne, on a enlevé les hommes, puis on remarque que, bon, il reste une femme, puis l'autre, quelques femmes. Puis, plusieurs personnes qui disent, bien, il y a beaucoup de femmes en politique, c'est parce que les femmes sont moins intéressées par le pouvoir. Mais quand on y pense vraiment, est-ce que je n'ai moins intéressé par le pouvoir? Est-ce que c'est pas plus construit, ça? Est-ce que c'est parce que, par exemple, on va attribuer le pouvoir à une compétence qui est masculine? Mais ça, c'est pas moi qui décide ça, c'est vraiment c'est de la sociologie. Et c'est là qu'on construit le genre et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs notions qui entrent en compte dans comment on élève les enfants, puis aussi dans les différentes cultures dans lesquelles ça s'articule et ça se fait. Donc vous, est-ce que vous pensez que les inégalités proviennent de différences biologiques ou ça vient plutôt de différences qu'on attribue de la société? Bien, c'est beaucoup une question d'éducation, là. Beaucoup. Bien, personnellement, je trouve. C'est juste que quand on va dans les magasins, mettons, il y a beaucoup de trucs pour les petites filles, beaucoup de... Je vois plus... Merci. Beaucoup de trucs pour les petits gars. C'est très différencié, puis ce qui est très frustrant aussi, moi j'ai un petit garçon, fait que c'est moins pire un peu parce que, tu sais, mettons, sur les pyjamas ou sur les chandails, c'est vraiment écrit, tu peux être un aventurier, tu peux être un ingénieur, tu peux être astronaute, tu peux conquérir le monde, alors que pour les petites filles, c'est souvent les chandails écrits t'es vraiment cute, t'es vraiment drôle, princesse, exactement. C'est très rare, en tout cas, j'en ai rarement vu des chandails sur lesquels c'est écrit aux filles, tu peux être médecin, tu peux devenir président, vas-y, tu peux conquérir l'espace. C'est vraiment très rare. Ça, je trouve que c'est vraiment frustrant. C'est vraiment, je trouve que ça revient aux parents de dire à leurs enfants, ça, c'est pas que gars ou ça, c'est pas que fille. Puis là, mon petit garçon a 4 ans, il va à la garderie côtoyer d'autres enfants, puis il commence à me dire ah, ça, c'est vraiment pour les filles. Ben, moi, je me fais un devoir de dire non, c'est pas que pour les filles. Puis ça, c'est pas que pour les gars. Puis, tu sais, sa couleur préférée, c'est le rose, puis c'est bien correct. Puis, une année à l'Halloween, il a voulu se déguiser en princesse. C'est bien correct, tu sais, ça y a passé, mais dans le sens que s'il avait voulu une robe, on l'a laissé choisir, on y a acheté une robe de princesse, parce que pour nous, ça n'a aucune importance. Par contre, les enfants, quand ils sont petits, puis nous, on avait fait le test avec lui, on y avait mis des poupées, puis on y avait mis des camions. Instinctivement, lui préférait jouer avec les camions. Je pense qu'il y a une prédisposition, certaines prédispositions, peut-être pas dans tous les domaines en tout cas, à vouloir faire des trucs précis qui sont peut-être plus associés aux gars ou plus associés aux filles, mais en bout de ligne, je pense que c'est plus une question d'éducation. Et les bâtons aussi. La fascination des petits garçons pour les bâtons. Ça, là, vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient... Oui? Puis, en plus, pour continuer avec ce que tu disais, ce qui est frustrant aussi avec ça, c'est que souvent, on va entendre le petit gars, ah non, hey, s'il joue avec des poupées, il va devenir gay.
C'est quoi le rapport? Là? Ça n'a même pas de lien, mais pourtant, on fait un lien avec ça. Ah, ta fille, si c'est un petit gars manqué. Mais est-ce qu'on dit des petits gars, c'est des petites filles manquées? On dit jamais ça. Fait que c'est que déconstruire de la société, ça. C'est hyper frustrant parce que c'est pas parce que moi, quand j'étais jeune, mettons, je jouais avec un camion, ben là, je suis assurément lesbienne. Là, ça n'a aucun lien. Là. C'est le lien qu'on veut en faire, finalement. Là. Puis, j'avais vu, là, en fait, c'est pour ajouter, là, une étude que la psychologue, c'est de la psychologie sociale, Catherine Gould, a fait à l'Université de la ville de New York. En fait, on pris un examen de mathématiques à des étudiants à l'université en calcul différentiel, je crois. Puis le premier examen était donné à la moitié d'un groupe, puis on dit que cet examen-là était pour vérifier s'il y avait des différences dans les compétences des gens qui faisaient l'examen. Puis on laissait ça comme ça. Puis dans l'autre groupe, ils ont dit que cet examen-là, c'était tous les gens avaient approximativement le même résultat. À la suite des résultats, ils se sont rendus compte que le groupe auquel ils ont dit qu'il y avait des différences, les filles avaient vraiment moins bien réussi cet examen-là. Les gars avaient très bien réussi. Puis ensuite, l'autre groupe à qui il n'avait absolument rien dit, les taux étaient les mêmes et même les filles avaient des meilleurs résultats. Puis on fait l'essai aussi avec un exercice, je ne me souviens plus c'est lequel, mais avec un exercice qui demandait de la compassion et tout ça, un truc qu'on associe beaucoup avec les femmes. Et on fait le même procédé et les hommes ont eu des résultats plus hauts que les femmes. Donc, j'ai vu la même étude sur l'intuition, qui révélait que les hommes étaient tout aussi intuitifs que les femmes. Mais c'est ça, souvent, il y a des études qui ont été faites auparavant. Des fois, la méthodologie était peut-être bâclée, mais maintenant, il y a plein d'études qui sortent, qui viennent toutes défaire ces mythes-là. Puis, il y a beaucoup de psychologues en psychologie sociale, des chercheurs qui voient que leur travail avant vient tout se faire défaire, finalement, quand ils font des études comparatives entre les sexes comme ça. Oui? Pour finir, parlant du pouvoir de la politique, j'ai moins l'impression que c'est parce qu'il y a moins de femmes qui sont intéressées qu'ils n'ont pas la même chance que les hommes. Fait que, ils ne peuvent pas comme se hisser à ces positions-là aussi facilement. C'est justement, par exemple, j'ai lisé une étude qui disait que, c'est une étude qui a été faite par rapport au Canada, qui disait que souvent les comtés qui sont, un parti va présenter des femmes dans son électorat, il va donner des comtés qui sont, mettons moi je suis NPD, ils vont me donner un comté qui est conservateur depuis 15 ans. J'ai pas mal plus de chances de perdre. Mais c'est pas de la méchanceté, c'est juste qu'ils font ça, tu sais. Puis ça fait qu'il y a moins de femmes élues aussi. Mais ça, je veux dire, c'est une raison parmi... Ça devient systémique. Ouais. Mais par rapport à la politique, est-ce que ça peut pas être aussi le fait que ça fait pas longtemps que les femmes ont accès à ça, tu sais, au droit de vote, puis à la politique par rapport aux hommes? Je veux dire, il y a vraiment pas longtemps, on n'avait pas le droit de vote, on n'avait pas le droit d'avoir d'argent, de compte en banque, de travail, de rien. C'est vraiment une question d'éducation ici, ça revient à ça, parce que ça fait tellement pas longtemps qu'on a le droit d'en faire de la politique, de participer activement. Ah oui, ça va changer. Je t'écoutais là, puis je pensais aux facultés de médecine, où maintenant, je veux dire, il y a très peu d'hommes. Moi, je vois bien, mon mari est médecin. Il y a 20 ans, il y avait une femme, ils étaient 10, il y avait une femme. Maintenant, il est le seul homme. Puis il dit, les réunions, on parle de toutes sortes d'affaires de femmes, puis il se sent bizarre, etc. Mais il y a vraiment eu un changement drastique. Puis c'est ça a pris quelques décennies. Puis... Et d'ailleurs, le système d'éducation, est-ce qu'il n'est pas plus adapté? Enfin, il y a quelque chose d'intéressant. Le Boys Club qui est encore là. Souvent, il y a des décisions qui se font dans ça, puis ça va pour les conseils d'administration aussi. C'est toutes les affaires de on va jouer au golf, on va jouer. Mais souvent, tu sais, c'est la ministre, c'est pas Forget qui avait dit les femmes apprenaient à jouer au golf, puis allaient jouer au golf avec les ministres, parce que il y a des décisions qui se prennent là, auxquelles tu n'as pas accès parce que c'est pas dans le Boys Club, mais ça. Pas nécessairement discriminatoire. Thomas? Oui, puis ça se fait aussi, parce que tu parles de Boys Club aussi, on parle avec la politique, tout ça, puis il y avait aussi la clique avec les médias aussi, parce qu'avant, à la colline parlementaire, c'était juste des reporters hommes qui étaient là, fait qu'on dit les hommes vont parler entre les hommes, mais là, de plus en plus, dans les presses, que ce soit à la télé, radio ou écrit, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes maintenant en tant que journalistes, donc on peut même plus faire ça avec ce petit lien-là entre journalistes puis politiciens, mettons les... OK, tu vas dire ce que je te dis parce qu'on est des boys puis on se parle entre nous autres. C'est plus, on voit qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont en train de changer. Puis même
on va se le dire, on est en communication, on est dans le bac, là, on s'entend que les gars, on est en minorité comparé aux filles, là, quand on est des groupes de 150, là, on voit que ça change beaucoup dans certains domaines, comme vous l'avez dit avec la médecine aussi. C'est assez frappant. Et puis justement, là, les journalistes femmes, je ne sais pas si vous avez vu cette information, mais dans le gouvernement Trudeau, ils ont calculé qu'il y avait 50 enfants. Les ministres entre eux, là, avaient 50 jeunes enfants. Tu sais, c'est le genre d'information qu'on n'aurait peut-être pas eu il y a quelques années. Donc moi, je vais continuer avec le rôle de la femme versus l'homme. Le Conseil du statut de la femme a sorti dernièrement un rapport qui mentionnait, dans le fond, différentes statistiques concernant la femme et l'homme au Québec. Donc, en ce moment, les femmes, il y a plus de femmes que d'hommes à 50,3%. Puis, il y a aussi plus de femmes que d'hommes qui vont obtenir des diplômes universitaires. Par contre, malgré le fait que plus de femmes obtiennent un diplôme universitaire, elles vont toujours être moins payées que les hommes. Ils ont aussi sorti une étude qui montrait que pour deux métiers donnés, dans le fond, un homme et une femme qui ont chacun eu un baccalauréat, la femme va seulement avoir 88% du salaire de l'homme. Donc encore là, on peut voir que les femmes gagnent toujours moins que les hommes. Puis, il y a 44% des femmes aussi qui travaillent à temps partiel, tandis qu'il y a 10% seulement chez les hommes qui vont travailler à temps partiel. Puis, ils vont expliquer cette statistique par le fait que malgré que la femme a pu retourner au travail, elle conserve toujours son rôle qui est de s'occuper des enfants, s'occuper de la maison. C'est pourquoi les femmes vont souvent plus travailler à temps partiel que les hommes. C'est également dû au fait que les femmes maintenant peuvent travailler, ont des nouvelles réalités. Il y a presque 50% des femmes qui vont attendre la trentaine et n'auront toujours pas eu d'enfants. Tandis qu'avant, on sait que les femmes enfants avaient vraiment des enfants jeunes. Puis, dans des familles monoparentales aussi, dans 76% des cas, ça va être des familles monoparentales, que ça va être la femme qui va être responsable de la famille, tandis que ça va être un petit peu plus petit là, pour les hommes qui sont responsables des familles. Donc ça, c'était pour le Québec. Je vais vous montrer, en fond, ils ont fait une vidéo en France qui explique aussi qu'ils ont exactement la même situation que nous. Et on commence par un quiz sur l'une des questions fondamentales de l'expérience humaine. Quelle est la différence entre un homme et une femme? Alors non, ce ne sont pas les poils aux jambes. Non, ce n'est pas la rudesse des hommes et la grande sensibilité des femmes. Ce n'est pas non plus le fait que les filles jouent avec des poupées blondes synthétiques quand elles sont petites et que les garçons s'amusent avec des voitures puisqu'on connaît, en voilà une, des camionneuses de grand talent. Enfin, ce ne sont pas non plus les régimes amaigrissants d'avant l'été qui différencient les hommes des femmes, puisqu'aujourd'hui tout le monde s'y met. Non, en fait, la différence tient en un chiffre, 25%. En France, en 2012, les femmes gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes. Comment ça s'explique? La principale raison, c'est que les femmes travaillent moins. Attention, entendons-nous bien, c'est le cas parce que trop souvent, on ne leur propose, pour ne pas dire impose, que des emplois à temps partiel. Pensons aux caissières de supermarché. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont envie de travailler 20 heures par semaine, 6 jours sur 7, un peu le matin, rien l'après-midi et le lendemain pareil, mais à des horaires différents. L'une des raisons de ce temps partiel imposé aux femmes, c'est qu'au début des années 90, les entreprises qui embauchaient des salariés à temps partiel recevaient des aides de l'État. Aujourd'hui, c'est devenu une habitude, notamment dans le commerce et l'industrie agroalimentaire, parce que des petits contrats de travail, c'est plus flexible pour l'employeur. Autre explication, les femmes gagnent 25% de moins que les hommes parce qu'elles travaillent majoritairement dans des secteurs où les salaires sont plus faibles, comme le social, les services à domicile ou la grande distribution. Enfin, la dernière explication est, comment dire, toute crue, il s'agit ni plus ni moins que de discrimination. À poste, temps de travail et responsabilité égales, les femmes gagnent souvent moins que les hommes. Alors on n'est pas là pour faire le procès de la moitié de l'espèce contre l'autre, mais pour essayer de changer les choses. Quelques mesures simples permettraient de changer la donne. C'est le cas par exemple avec les primes de présence en vigueur dans de nombreuses entreprises. Elles sont accordées chaque année aux salariés qui n'ont pas été absents. Alors forcément,
Comme ce sont plutôt les mères que les pères qui s'occupent des enfants malades et qui prennent des temps partiels pour s'occuper de leurs enfants même quand ils ne sont pas malades, eh bien les femmes sont en général privées des primes. Même chose avec les promotions. Un grand nombre de dirigeants considèrent qu'un cadre ne doit jamais être absent. Du coup, plus on monte dans la hiérarchie, moins on trouve de femmes qui, c'est tout à fait incroyable, sont parfois absentes parce qu'elles sont enceintes. Comme si s'arrêter 4 mois pour cette raison changeait quoi que ce soit à la capacité de diriger et d'animer une équipe. Mais revenons aux petites choses qui pourraient changer la donne. En programmant les réunions uniquement avant 18 h, on permettrait aux femmes d'y participer plus facilement. Et notons que la mesure bénéficierait aussi aux hommes qui pourraient du coup, par exemple, participer à la réussite de leurs enfants ou de leur vie de couple. Du côté des pouvoirs publics, on ne peut pas dire les lois pour promouvoir l'égalité professionnelle ou la parité existent. La première date de 1972. Sauf que les sanctions pour non-respect de la loi ne sont jamais appliquées, en général à la demande des patrons, qui ont en effet toujours une bonne raison. Donc, pas forcément nécessaire de proposer une nouvelle loi. En revanche, ce serait pas mal d'éviter de faire passer des mesures qui aggravent la situation des femmes. C'est le cas de la réforme des retraites de 2010 qui impose aux gens qui ont des carrières incomplètes, c'est-à-dire avec des périodes d'interruption, de partir non plus à 65 mais à 67 ans. Or, qui s'arrête pour élever les enfants? Les femmes, qui se retrouvent à devoir du coup attendre 2 ans de plus pour une retraite souvent modeste. Et pour finir, le dernier lieu où l'on peut franchement instaurer l'égalité homme-femme, c'est la maison. Si on partage les courses, la vaisselle, le ménage, les devoirs des enfants, la grippe et même la varicelle, alors chacun peut mener plus facilement la carrière qu'il ou elle a envie de mener. Et pour finir, si on a besoin d'aide pour défendre l'égalité au travail, on peut toujours contacter FO. Dans chaque département, une ou un référent égalité spécialement formé sur ces questions se tient à votre disposition. Donc, comme on peut le voir, la réalité là, en France est vraiment similaire à ce que nous, ici, on vit au Québec. Parce que, comme quand il mentionnait là, les congés de maternité, c'est exactement la même chose pour la femme au Québec. Donc, c'est vraiment là, quelque chose qui est encore là, assez présent là, dans le monde, là, je dirais, là, les différences entre les hommes et les femmes. Concernant les types de familles, depuis quelques temps, là, ils ont revu la façon d'appeler une famille. Donc, le secrétariat de la condition féminine a sorti là, une définition qui explique que maintenant, une famille, ce n'est plus seulement un père et une mère qui ont des enfants. Maintenant, ils considèrent qu'une famille, c'est un ménage privé qui va être constitué de 2 conjoints du même sexe ou du sexe opposé, qui vont être avec ou sans enfants. Puis une famille peut être 2 personnes de même sexe vivant en couple sur le même toit. On n'est plus obligé d'avoir des enfants pour être une famille. Il y a aussi plusieurs sortes de familles qui existent. C'est sûr qu'en général, on est capable facilement de les différencier, mais par exemple, monoparental, bon, ça va être un seul des 2 parents qui va avoir la garde des enfants. Puis, ils considèrent aussi que avoir la garde des enfants une fin de semaine sur 2, puis le reste de la semaine, il est chez l'autre parent, n'est pas considéré comme être une famille monoparentale. C'est juste avoir ses enfants une fin de semaine. C'est pas une famille monoparentale. Biparentale, on va dire que ça va être deux pères. C'est une mère et un père qui va être biparental, parce que sinon, on va être homoparental, biparental. Donc, ça va être 2 personnes du même sexe qui vont avoir des enfants, 1 ou 2 enfants là, vivant sous leur toit. On va aussi avoir les familles natives. Donc, natives, ça va être par exemple, 2 Canadiens qui vont avoir des enfants ensemble. Non natives, on va avoir une personne venant d'un autre pays avec, dans le fond, 2 personnes venant d'un autre pays vivant au Canada. Ça va être une famille non native. Puis, mix, ça va être lorsque 2 nationalités vont avoir des enfants ensemble. On a aussi les familles intactes. Donc, ça va soit être des enfants adoptés légalement ou les 2 parents, dans le fond, qui sont toujours ensemble et qui n'ont pas été divorcés encore. Et on a les familles recomposées qui vont être souvent, c'est un père qui a des enfants, une mère qui a des enfants, puis ils vont former une nouvelle famille ensemble. Si on s'éloigne un peu du Canada, on a par exemple les grandes familles
Les grandes familles, on peut voir ça, là, par exemple, en Afrique. Quand on va poser la question, là, comment va ta famille, on ne va pas juste dire mon père va bien. On va dire, bon, mon grand-père a fait ci, ma tante a fait ça, mon cousin a fait ci. Donc, vraiment, la notion de famille, si on prend par exemple l'Afrique, là, ça va vraiment être très grand, très vaste. C'est pas limité à seulement la famille qui habite chez nous. Puis, on peut voir ça aussi là, dans les villages, par exemple en Inde ou en Chine, ou dans les petits villages. Tous les adultes, hommes ou femmes, ça va être des tontons ou des tatis. Puis c'est comme ça qu'ils vont avoir encore plus d'autorité. Puis il y a bien sûr aussi là, les familles polygames. On en a un peu moins au Québec, mais si on va dans d'autres pays, là, il y a beaucoup de familles polygames. C'est des choses courantes dans d'autres pays. Concernant les relations parents-enfants, rapport de force, on sait que c'est surtout dans cet élément-là que la communication peut être plus difficile. Parce que l'autorité parentale, en fait, on l'a pas mal tous vécu là, avec nos parents, parce que c'est eux qui imposent les règlements, c'est eux qui font l'autorité. On sait très bien que dans la crise d'adolescence, c'est une partie qui va être un petit peu plus difficile. La communication va être souvent coupée à ce moment-là. C'est ça, dans le fond, ça c'est vraiment une relation qui peut être plus... C'est le moment le plus critique dans la vie d'un enfant pour la relation avec ses parents. Il y a aussi le fait, dans les familles monoparentales, il faut que le parent compense pour le parent absent. Donc, ça peut faire que la communication aussi peut être difficile parce que dans certaines familles, bon, la mère ou le père va travailler plus, va être plus absent, la communication peut être difficile, ou ils vont seulement avoir une figure d'autorité à qui se référer. Donc, c'est sûr que ça fonctionne très bien dans certaines familles, mais ça crée aussi là, quelques problèmes dans d'autres. Puis surtout qu'en 2015, le ministère de la Famille a sorti que 50% des mariages finissent en divorce. C'est vraiment énorme, c'est la moitié des mariages qui vont finir en divorce. Puis ça devient aussi compliqué là, lorsque c'est la garde des enfants, parce que le rôle de la femme qui était de garder les enfants, maintenant en 2015, le père va aussi se battre pour avoir les enfants. Donc c'est sûr que ça peut compliquer les choses. Concernant le partage de tâches, on sait très bien qu'avant, la femme ne travaillait pas, donc il n'y avait pas de problème pour que ce soit la femme qui fasse le ménage, qui s'occupe des enfants, qui fasse toutes les tâches domestiques. Puis, le Conseil du statut de la femme a sorti qu'en 2015, c'est encore une réalité qui est très présente. Les femmes vont passer en moyenne 4 heures par jour à faire des tâches domestiques, tandis que les hommes, ça va être environ 2,5 heures seulement, qui vont faire des tâches domestiques. Puis, on fait un sondage aussi, 90% des femmes ont avoué faire des tâches domestiques chez eux, tandis qu'il y avait seulement 79% des hommes qui disaient qu'eux faisaient des tâches domestiques. Donc, on sait que ça peut être souvent source de conflit, parce que justement, la femme aimerait que l'homme participe un peu plus. Puis, il y a le fait aussi que maintenant, la femme travaille de jour, donc les priorités ont dû être revues à la maison. Puis, elle peut aussi maintenant apporter une sécurité financière à la famille, tandis que auparavant, c'était vraiment l'homme qui gérait tout. Donc, c'est plusieurs éléments qui, mis ensemble, peuvent créer des conflits parce que, justement, les réalités ont changé. Puis, ça prend un peu de temps à ce que tout le monde s'adapte. Puis, c'est ça qui va faire qu'il va y avoir plus de conflits. En terminant, la culture familiale, c'est vraiment quelque chose qui a changé aussi comparativement à avant. Puisque justement la femme travaille, il y a des nouvelles dynamiques familiales, les tâches sont revues. Les familles certaines familles là, qui montraient justement encore dans un rapport du ministère de la Famille, les familles sont vraiment moins soudées qu'avant. Puis les personnes vont aimer faire des activités de leur côté, ensuite revenir à la maison pour avoir des moments familiaux. Il y aura il y a moins d'activités qui vont se faire ensemble. Il va y avoir beaucoup de différences de ce côté-là. Puis, ce qui va aussi apporter le problème des femmes, qui explique une raison dans le fond pourquoi les femmes travaillent à temps partiel, c'est que oui, la famille c'est important. Fait que les parents, quand les enfants vont quitter le nid, c'est sûr que les parents vont continuer de vieillir, mais souvent les femmes vont quand même vouloir s'occuper de leurs parents qui sont vieillissants, ce que l'homme fait un peu moins parce que l'homme pense beaucoup souvent à la carrière. Puis c'est la femme qui va devoir travailler un peu moins que, par exemple, son frère pour pouvoir aller s'occuper des parents vieillissants parce qu'on vit dans une culture où la famille, c'est important, puis on veut s'occuper de nos proches. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions sur cette partie?
c'est pas forcément une question, c'est plus une petite info, c'est qu'en France, tu en as parlé, on est payé les femmes 25% moins que les hommes. Et ils ont donné une image, on se dit ouais 25% ça donne pas trop une image. Et en fait ils ont juste dit ben voilà, le 2 novembre, il y a plusieurs médias qui ont mis juste un article en disant ben mesdames à partir d'aujourd'hui vous n'êtes plus payées jusqu'à la fin de l'année. Vous travaillez gratuitement pour l'État. Et là, ça a fait un peu... comment dire, tout le monde a commencé à prendre conscience en se disant « Ah ouais, 25%, c'est quand même énorme. » Donc en fait, voilà, aujourd'hui, on sait que les femmes travaillent gratuitement. Je pense que ça donne une image qui est assez importante en fait. C'est-à-dire on se travaille gratuitement pendant 2 mois pour le même boulot que les hommes. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Est-ce que vous vous reconnaissez dans la nouvelle culture familiale que Erika, c'est ça? Que Erika a décrite? Non? Ah, t'as dit que t'as une réaction? T'as dit non? Je ne me reconnais pas parce que moi, ma famille, on est vraiment très, très serrés. Je veux dire, je fais plein d'activités avec eux, donc c'est juste... Mais oui, c'est important. C'est pas mon cas. Mais oui. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Parce que moi, je sais que vous êtes très famille encore, surtout à 20 ans, là. Je le sais. Non? Il n'y a personne qui veut parler du vivre ensemble familial? Si on est encore à 20 ans, on va, je veux dire, souvent, on va l'être avec notre famille aussi, parce que les valeurs que nos parents nous ont inculquées, c'est ça. Ça part de là aussi. Là. Oui, on peut se faire influencer par le reste de la société, là, mais ça reste que c'est ancré que si on a toujours été familial, on va vouloir reproduire ça aussi avec notre famille. Oui. Moi, je pense que la famille reste très, très, très importante au Québec, qui est en même temps une société assez individualiste, mais la famille est très importante. Puis souvent, on voit, mettons, les enfants partent pour étudier, etc. Mais au moment de vouloir faire eux-mêmes une famille, avoir des enfants, ils vont s'arranger pour redéménager dans la ville, habiter pas très loin de leurs parents. Je ne sais pas si vos grands frères, grandes sœurs, c'est arrivé, mais au moment de faire famille, là, c'est comme si la vie nous a éloignés, on se rapproche, on revient. Et la famille reste quelque chose de très important. Mais c'est sûr que dans la division du temps, moi je le vois bien aussi avec mes enfants, de dire, moi, ils font leur vie, là, puis on se retrouve de temps en temps, là. Mais je vais absolument plus, ni le temps, ni l'énergie, ni l'envie de contrôler leur emploi du temps. Ça, c'est certain, comparé à mes parents avec moi. Mais la famille est tout aussi importante, mais c'est juste différent. Oui? Moi, je vois le contraire, en fait. Parce que vous dites, quand les enfants commencent à fonder leur famille, puis ils se rapprochent à nouveau des parents. En tout cas, moi, dans ma famille, je vois le contraire, comme il y a ma soeur qui a un bébé. Puis là, mon beau-père, il est à la retraite depuis quelques années. Ma mère va bientôt être à la retraite, puis de plus en plus, ils savent que moi, je suis à Québec, eux autres sont à Montréal, fait qu'ils pensent... C'est les parents qui se rapprochent. C'est ça. Oui, mais c'est ça. C'est quand même l'idée d'un rapprochement. Exactement. À ce moment-là. Oui, parfois, c'est les parents qui bougent. Je suis d'accord. Ou j'ai d'autres amis qui vivent dans la région, puis ils veulent vraiment pas quitter la région parce que toute la famille est là, puis s'ils s'en vont, ils ont peur de se retrouver tout seuls, puis de laisser la famille. Donc, c'est ça. C'est ça. Peut-être qu'on est plus famille ici, parce que moi, je connais un Français que, dans le fond, lui, il m'expliquait qu'il voyait des différences dans sa famille versus la mienne. Moi, avec mes parents, on parle comme si on était des amis. Je leur confie pas mal toute ma vie, ma soeur aussi, on est vraiment proches. Puis lui, avec ses parents, il vient d'arriver de France, là, ça va faire 1 an bientôt. Là. Puis lui, avec ses parents, c'est vraiment parents-enfants. C'est vraiment ça. Il n'ira pas parler de n'importe quoi avec ses parents. C'est vraiment, là, jusqu'à temps qu'il déménage de chez lui, là, quand il va revenir, qu'il va retourner les voir, là, ça va être plus relation amicale, là, mais tant et aussi longtemps qu'ils habitent sous le même toit, c'est vraiment là, distancé. C'est plus vraiment parents-enfants, alors qu'ici, c'est beaucoup plus friendly. Et ce qui me frappe, et là, je parle surtout à vous qui êtes de Québec, vous avez... Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas de Québec du tout parmi vous? Les immigrants de Montréal ou... C'est très difficile d'entrer dans les familles à Québec. C'est-à-dire, les immigrants, oui, elle dit oui. Et même moi, au bout de 30 ans, là, c'est pas évident. C'est-à-dire que la famille est tellement importante que toutes les fins de semaine, les soirées, etc., les gens se retrouvent en famille, ils font des choses en famille. Puis c'est dur d'ouvrir la porte à des immigrants. Et je peux vous dire, par exemple, moi, comme immigrante, et je ne suis pas la seule, la plupart de mes amis sont soit des immigrants, soit des couples mixtes. Parce que des gens, autrement dit, on n'a pas de famille à Québec.
Alors on se retrouve, entre nous, on se recrée une famille à Québec. Et je vous assure que j'en ai souvent parlé, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, un peu cette réalité, mais la famille est si... C'est un peu un frein au vivre ensemble d'une certaine façon. La famille est si tricotée serrée qu'il n'y a pas beaucoup de place pour ceux qui viennent de l'extérieur. Non, ça vous dit rien? Ceux qui viennent de l'extérieur? Non? Oui? Ça va toujours dépendre de ce qui peut tomber, là, parce que moi, en fait, ma tante, elle a habité longtemps en Afrique, puis quand elle revient ici, elle ramène toujours un immigrant africain par année, puis il vient dans nos parties, tout ça. Là. Oui, non, mais bien sûr, c'est évident, mais je veux dire, il y a quand même à Québec, comparé par exemple à Montréal, la famille prend plus de place que l'autre, celui qui vient d'ailleurs, dans la vie quotidienne. Je parle. Mais il y a toujours des exceptions, heureusement. D'ailleurs, si je suis à Québec depuis 30 ans, c'est que j'ai été accueillie, là. Moi, c'est juste pour retourner sur l'équité salariale de tantôt. Là, je pense que quand il s'agit des rôles comme dans notre carrière, là, où on est là puis on va négocier un salaire, là, je parle pas de salaire minimum, souvent les femmes, on se sous-estime. Puis je pense que les femmes, on a vraiment un rôle à jouer là-dedans pour monter l'équité salariale parce que les hommes, eux, vont se juger à leur juste valeur, si on veut, tandis que les femmes, on veut pas trop en demander, on a peur de se surestimer ou de se faire dire non, tandis que les hommes n'ont pas cette crainte-là, sont plus... je pense que si les femmes, on mettait plus nos culottes, là, si je peux dire ça, là, peut-être que l'équité comme reviendrait parce que c'est un gros problème là, en demandant des salaires. Puis c'est pour ça qu'il y a des compagnies, des fois, qui engagent plus des femmes que des hommes parce qu'ils savent qu'en entrevue, pendant qu'ils demandent le salaire, ça va être plus bas. Fait que, accepter que le moment où est-ce que la barrière est franchie entre le fait de, là je parle un peu de féminisme, mais tu sais, quand on est rendu avec un groupe rabaisse un autre, là il y a un problème. Mais je suis d'accord pour qu'on se batte et là on n'est pas à l'égalité, mais je trouve ça plate quand ça tombe dans le fait de nous on a été depuis tellement longtemps rabaissés que là on va reprendre notre place, mais en rabaissant les hommes. C'est pas même qu'on va y arriver à mon avis, mais comme tu dis, c'est juste en prenant plus notre place, puis en sachant qu'on est capable de nous aussi se présenter sous notre meilleur angle. Voilà. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. C'est que tu penses que le féminisme, ça veut dire vouloir rabaisser les hommes? Pas nécessairement, mais c'est quand même. Il y a une connotation comme ça? Il y a une genre de connotation au sens que de ce que j'ai perçu puis de ce que je vois habituellement dans les mouvements féministes, c'est qu'ils dégradent tellement les hommes qu'on essaie de prendre la place d'un autre puis comme quand n'importe qui, qu'au lieu de se dire qu'on a confiance en soi, bien qu'on augmentant notre confiance en soi, il faut qu'on diminue les autres. Puis c'est pas le cas, puis c'est pas la bonne manière de le faire. C'est simplement en se présentant sous notre meilleur jour avec des vrais arguments et non en pointant les autres du doigt. Et voilà. Oui. Oui? Ben, c'est aussi ce que je pense. Là. Je suis vraiment d'accord avec elle. Puis ça revient aussi à tantôt quand on parlait du corps de la femme. Tu sais, je veux dire, on n'a pas besoin de rabaisser les femmes maigres parce que là, on veut donner une meilleure image pour les femmes qui ont plus de chair. On n'est pas obligé de tout le temps rabaisser un à la place d'un autre, juste de... OK. Puis ben, ça revient aussi au fait que c'est la diversité, tu sais. On peut trouver le tableau, moi aussi, je les trouvais belles, les femmes, mais je suis pas prête à dire, ben, ceux d'en haut sont pas belles, mais les deux, mais je veux dire, il n'y en a pas un plus que l'autre, mais ça reste que c'est ça. Faut juste dire ça, faut juste s'affirmer en tant que femme, mais sans justement... Sans rabaisser. Sans rabaisser. Et vous pensez que le féminisme, il rabaisse... Non, je ne pointe pas tant du... Non, mais c'est pas vous, là. En général, là, je trouve que c'est tous les mouvements qui sont dans cette direction-là, ou que ce soit même les mouvements pro-environnemental, au lieu de dire, nous, on va faire des actions, nous, on va essayer de changer des affaires, ça se retourne comme n'importe quoi dans la vie, c'est plus facile de pointer les autres que d'essayer de dire, ben nous, on va être capable de faire telle chose. On va juste essayer de pointer tous les aspects négatifs de nos concurrents au lieu de se vendre nous-mêmes. Voilà. C'est très intéressant pour moi d'entendre ça. Oui? C'est un peu, tu sais, par rapport aux connotations négatives du féminisme, j'avais jamais comme autant réalisé parce que je portais plus attention aux beaux mouvements, mettons. Sauf que, ben, je sais pas si vous avez entendu parler de Free the Nipple, là, ça a commencé à New York, là, puis c'est un peu comme remettre sur un pilier d'égalité, de pouvoir comme être sans chandail, hommes et femmes. Puis bref, j'étais dans un festival de musique, puis je me promenais avec une de mes amies avec une pancarte comme « Montrez-nous vos seins ». Mais tu sais, c'était super respectueux, puis on montrait ça genre aux madames de
90 ans en riant, puis il devenait comme tout gêné, puis tu sais. Puis c'était vraiment, tu sais, avec humour qu'on faisait ça, puis c'était juste à dire aux gens, tu sais, vous êtes toutes belles, vous êtes toutes blablabla. Puis bref, il y a une fille qui vient me voir, puis elle dit, là, moi, je suis super offusquée par votre pancarte, nanana. Puis je fais, OK, ben tu sais, comment ça? Puis elle dit, là, moi, je suis féministe, là, puis de faire ça, ça n'a vraiment pas d'allure. Puis là, je fais OK. Puis là, je commence à parler un peu. Ben, tu sais qu'avant, les hommes non plus, ils n'avaient pas le droit de se promener pas de chandail. Mais, tu sais, à un moment donné, ils sont tannés. Ils se sont dit, ben, moi, j'ai chaud, je vais enlever mon chandail. Mais, tu sais, ça a eu comme le même progrès avec les hommes. Puis j'essayais de juste y dire, ben, tu sais, les femmes aussi, on peut faire ça. Tu sais, rendu là, un bikini, on voit pas mal tout. Fait que, tu sais, de juste dire, ah, mais mon mamelon est caché. Tu sais, rendu là, on peut-tu juste passer cette étape-là, ça se fait ailleurs, blablabla. Bla, bla, bla. Puis là, elle me sort, moi, je suis féministe, puis je trouve que si tu montres tes seins, c'est que tu demandes à être violée. Là, j'ai fait comme, OK, là, on rit plus, là. Tu sais, au moins, si t'es pour avoir un discours comme ça, dis pas que t'es féministe, par contre. Parce que, tu sais, c'est comme... Pour moi, c'était genre des discours comme ça qui rabaissaient tout le mouvement, puis qui supplantaient ce que les autres avaient créé, qui était beau, qui était un beau message de juste égalité puis d'acceptance, puis d'arrêter de objectifier un peu le corps de la femme autant, tu sais. Mais bref, c'était juste pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce discours-là, puis qui se croient tellement là-dedans, puis ils pensent que pour eux, c'est ça le féminisme. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est que la réponse, c'est qu'il y a plusieurs féminismes. Oui, je le sais. Non, mais c'est très important. Mais c'est pas... Je pointe pas du doigt, puis je veux pas me faire d'ennemis en ce moment. Là. Mais tu t'en fais pas du tout. Au contraire, il y a plusieurs féministes. Il y a ce féminisme-là que Sophie raconte. Il y a la perception que tu as, puis il y a un féminisme qui est pour l'égalité, tout simplement, contre n'importe quelle forme de discrimination, que ce soit homme-femme, étranger, etc. Et c'est aussi un féminisme qui existe, c'est celui d'Emily Watson, là, si tu veux. Il y a plein de féminismes différents, mais c'est très important de l'avoir mentionné, là, de l'avoir expliqué. Alors, nous allons parler de l'homosexualité. Le premier terme qu'on va faire, c'est vraiment les définitions du LGBT. Donc, dans la première lettre, il y a lesbienne, gay. Juste, on sait probablement que vous savez c'est quoi, mais c'est une attirance affectueuse et sexuelle pour une personne de même sexe. Bisexuel, ça se réfère aux personnes qui sont attirées affectueusement et sexuellement par les femmes et par les hommes. Et enfin, le transsexuel, qui est souvent utilisé pour identifier les gens qui estiment que le genre auquel ils ou elles ont été assignés est une description fausse ou inachevée d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes. Dans certains acronymes, on va avoir également le I, le Q et le P. Pour cette présentation ici, on ne va pas vraiment détailler sur les autres, l'intersexuel, le queer et le pansexuel. Par contre, on va se concentrer beaucoup sur l'homosexualité et le transsexuel. Donc, on trouvait ça intéressant un peu de voir l'historique de l'évolution de la perception de l'homosexualité à travers le temps. Ce qui est intéressant avec l'Antiquité, c'est que les termes homosexuels, hétérosexuels, ça n'existait pas du tout. Donc, dans le temps de la Grèce surtout, les gens n'avaient pas d'identité sexuelle. En fait, tout le monde était spontanément bisexuel. C'était correct, c'était bien vu, c'était pas un péché mortel. Puis ça se voyait surtout dans la royauté. Puis c'était pratiqué pour l'éducation sexuelle. Puis on voyait ça surtout, les femmes aussi, mais plus les hommes. Ça dépendait aussi du territoire. Les Grecs, puis dans l'Égypte, on voyait souvent ça, mais il y a d'autres places dans le monde où c'était un peu moins bien vu. Puis un fait intéressant, c'est qu'on encourageait les pratiques homosexuelles dans l'armée dans ce temps-là, parce qu'on disait qu'un homme amoureux se battait plus ardemment au combat que quand il n'était pas amoureux d'un autre homme. Après ça, au Moyen-Âge en Europe, c'est-à-dire 5e, 6e siècle, là, on voit l'apparition de la religion. Donc, les actes homosexuels entraînaient la peine de mort. C'était un crime contre l'ordre naturel défini par Dieu, puis on pouvait même envoyer les gens au bûcher. Par contre, encore une fois, il y avait encore beaucoup de pratiques sexuelles homosexuelles entre les guerriers. Puis, comme j'ai dit, l'homosexualité devient vraiment un péché pour la religion catholique, là, avec l'arrivée de Dieu et tous ces genres de règles qui n'ont pas trop de bon sens. Dans l'époque classique, on voit un peu moins de haine envers l'homosexualité. Et on en parle beaucoup à travers la peinture et la littérature. Il y a beaucoup de grands écrivains et
de peintres qui étaient eux-mêmes homosexuels puis qui partageaient ça dans la littérature. Donc, on voit un peu un apaisement de la haine. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'on ne peut pas, même si je fais un historique de tout ça, on ne peut pas généraliser parce que ça dépend vraiment du territoire. Là, on se concentrait plus en Europe, mais il y a encore des gens aujourd'hui qui sont vraiment contre l'homosexualité, donc c'est important de faire la différence. Ensuite, aux Lumières, on commence vraiment à s'interroger à la sévérité de la peine. Donc là, on se rend compte que la peine de mort, ça n'a pas de bon sens, ou que la prison à vie, ça n'a pas de bon sens. C'est encore mal vu, mais il y a certains pays qui dépénalisent complètement l'homosexualité, comme la France en 1791, qui a arrêté de faire des peines pour ça. Après ça, au 19e siècle, on voit encore ça plus dans la littérature. Il y avait Gustave Flaubert, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine qui étaient eux-mêmes homosexuels. Donc, puis c'est la première fois aussi qu'on voit apparaître les termes d'homosexualité et d'hétérosexualité. Au 20e siècle, là, on voit plus une acceptation sociale. Par contre, l'homosexualité devient une maladie mentale. Dans la science, c'est plus selon Freud qui disait que c'était homosexuel par expérience individuelle, tandis qu'il y en avait d'autres qui disaient que ça, tu naissais comme ça, puis que c'était vraiment une maladie. Dans la bourgeoisie, par exemple, c'est encore mal vu. Puis on a de la misère, les gens homosexuels avaient de la misère à se trouver encore un emploi là, quand ils étaient jugés homosexuels. Ensuite, on a décidé de vous parler un peu des grandes étapes de l'évolution des droits de la personne, de l'homosexualité ici au Canada. En fait, en 1969 au Canada, il y a eu la décriminalisation de l'homosexualité. En fait, les personnes qui avaient des actes sexuels avec une personne de même sexe avaient de longues peines d'emprisonnement. Donc, c'est ça. L'homosexualité est retirée des troubles psychiatriques en 1973 par l'American Psychiatric Association. Donc, comme ma collègue me dit, les gens étaient souvent étiquetés maladie mentale sans nécessairement développer sur l'étude. Les droits et libertés dans les provinces. En fait, le Québec est la première province en 1977 à modifier sa charte des droits et libertés de la personne pour interdire la discrimination basée sur l'orientation sexuelle. De plus, les forces armées canadiennes, l'orientation sexuelle ne fait plus un obstacle pour les personnes qui sont dans l'armée pour avoir des promotions. Les crimes haineux, en fait, on punissait plus sévèrement les personnes qui faisaient des crimes qui étaient basés sur la haine fondée sur l'orientation sexuelle. Le Canada légalise également le mariage homosexuel en adoptant la loi sur le mariage civil en 2005. Et finalement, en 2013, les hommes gays n'ayant pas eu de relations sexuelles depuis 5 ans peuvent donner du sang. Par contre, on sait qu'avec maintenant Trudeau qui vient d'être élu, je crois que la question du don de sang est en ce moment en train de se travailler. L'émeute d'Estonnois, en fait, je ne sais pas s'il y a des gens qui savent un peu c'est quoi qui s'est passé. Non? En fait, c'est des émeutes qui ont eu lieu le 28 juin 1969 à New York, au Stonewall Inn. En fait, ces événements sont souvent considérés comme le premier exemple de lutte des gays et lesbiennes contre un système soutenu par les autorités et persécutant les homosexuels. Donc, c'est la première fois que les homosexuels se sont levés, sont allés dans la rue, ont manifesté. C'est un peu, dans le fond, à cause de ça qu'aujourd'hui, on a les Gay Pride, parce qu'à chaque année, on remémore ces événements-là. Ces émeutes représentent le moment symbolique marquant la réelle éclosion du militantisme homosexuel aux États-Unis et partout dans le monde. Puis, en terminant aux États-Unis, dans les années 60, plus précisément, c'était très mal vu d'être homosexuel. Il y a même des gens qui se faisaient refuser de se faire servir dans les restaurants quand on était perçus comme homosexuels. Donc, ça a comme été le premier pas là, vers la lutte pour